Salut Rada. Salut les zizous. C'est Gérard qui m'a appelé sur WhatsApp. Salut, 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 salut. Salut. Salut Chani Allah. Salut ST, salut Rada. Désolé. Toutou. Parce qu'il est. JB doit être dans les parages. Salut Love Aviation. Le temps que le live se partage. N'oubliez pas bien sûr de liker. Salut Astine. Benny, je ne sais pas si tu es là, je ne te vois pas dans le guest, dans le chat plutôt. Un bibou, bita. Merci Chanel. Fofa Tayoba. Non. Je suis en live, je ne peux pas accepter les... adresses. Walid est là, comme d'hab. Walid, Allô, allô. Salut Nadine. ça va bien? Ça va très bien et toi? Salut à tous, salut chat. Tu n'as pas cours aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. J'ai examen demain, donc je prépare. Examen théorique? Ouais. Ouais, j'ai un examen sur les instruments. Ah d'accord. C'est pas si dur que ça, les instruments. C'est quelque chose de... Du coup, préparé. Ouais, vu qu'on le voit beaucoup dans le pratique, donc c'est plus facile en théorie. Ouais. Alors, Tu viens tout juste de commencer le live ou... je viens de commencer là. Je viens de commencer. Le temps de... Je suis en train de le partager, de voir où est-ce qu'ils sont les antagonistes. JB était dans les parages, je ne le vois plus. Je pense que Mola ne sera pas là parce que il doit être en vol. Puisqu'il a fait Jeddah Wargla. Il m'a dit qu'il volait à droite en ce moment, je crois. Il a un commandant en instruction. Je pense, oui. Ouais. Aïe, Mohamed. Dans le Perfect Boeing, dans Tatas Fétiche. Dommage que Gérard est sur le PC, sinon, parce qu'il ne pourra pas monter avec le PC. S'il était avec le smartphone, on aurait pu le faire monter. Je
suis en train de... Est-ce qu'il est... Je sais pas s'ils ont dû recevoir les notifications normalement. Salut Abdel. Salut Mohamed. Salut Kabilien. 17. Jaco Gasfeb. On a un meeting cet après-midi avec un influenceur qui s'appelle le pilote de ligne, Maxime. Je sais pas si tu l'as croisé. Non. Il publie beaucoup sur l'aviation. Je vais l'inviter à passer sur le live. Il est en France, lui, Maximal. C'est ça, et je crois qu'il est en France. C'est sûr. Et ouais, il se prénomme le pilote de ligne. Max, le pilote de ligne. Je pense que je l'ai vu sur le TikTok, je pense, hein. Ouais, il y a Kada apparemment qui le connaissait. Voilà. Je vais lui dire de passer sur le live. Oui, bien sûr, sans problème. Ah oui, donc Chanel, je te dis, oui, les notifs sont bien reçus. Et j'avais vu que JB était connecté, et je lui ai partagé, mais je ne le vois plus maintenant. Oui, Kada, il était avec French Aero. Ouais. Ah, enfin, j'avais... D'ailleurs, French Aero, c'était mon voisin en France. Ok, Ouais, et il est devenu très connu sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Et lui, il a réussi à obtenir son ATPS sans avoir le bac. ouais. Je sais qu'il était avancé, mais là, ça veut rien dire en fait. Ça veut dire que il avait des notions et qu'il s'intéressait, que ça a fait qu'il a pu arriver, hein. On ne dit pas qu'il te faut absolument le truc pour pouvoir. Mais pour suivre, effectivement, c'est plus simple d'avoir tout ça. C'est-à-dire le bac, truc et tout. C'est plus simple de suivre. Il y a des gens qui suivent, c'est des autodidactes. Ils se forment tout seuls par des dictatoriels, trucs et tout. Dictatiels plutôt, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, sur Internet et ils travaillent, hein. Bon. Mais est-ce qu'ils peuvent tenir la route ensuite? Ça, c'est autre chose. De toute façon, on les voit, hein, ils sont pas réceptifs à la même façon, ceux qui sont un peu matheux et les autres. Hein. Il leur Ça, faut un peu plus d'explications que... c'est sûr, c'est sûr. Et l'inédible. Quelle heure il est? 17h08. Les gens font la sieste encore ou quoi? Il y a Farid qu'on n'a pas vu la dernière fois. Oui, Farid, il avait dit, il s'était excusé justement juste avant pour dire qu'il était occupé, il était occupé, mais il était à l'écoute et qu'il ne pouvait pas accéder aux guests parce il avait affaire. Donc, mais là, je ne le vois pas non plus. C'est-à-dire, lui, quand il vient, il faut qu'il fasse, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il faut qu'il fasse la demande pour qu'il puisse grimper. Je ne sais pas pourquoi, c'est dans sa conception. Peut-être c'est la conception de c'est dans la configuration de son système. Je sais pas. Mais je le vois toujours pas dans le. Il est pas là. Il n'est pas là non plus. Je... Oui. Il parle arabia, kada, ou là, il parle anglais, ou là, il parle français. Ça m'étonnerait qu'un Jordanien puisse parler français. Surtout qu'on n'a pas le même arabe. Et ça va porter sur quoi, tu m'as dit, sur les instruments demain? C'est ça, ça va être sur les instruments, ouais. Et c'est comment? C'est QCM, c'est question ouverte, c'est.
C'est des questionnaires, c'est des questions avec multiples choix. Après, dans les instruments, on a quand même une partie où on calcule la densité altitude, on calcule aussi la pression altitude. Ouais. Et ça nécessite un peu de calcul, mais c'est des calculs un peu basiques. Il y a Kada qui me demande si je connaissais ATPLQ, c'est quoi ça? En plus, je connais ATP, mais l'ATP-LQ, non, je ne connais pas non plus. Je pense que l'ATP, il a une page TikTok aussi. Enfin, il publie. C'est du placement pour les... Ah oui, d'accord, pour les questions ATPL. Ah oui, d'accord. Mais c'est pour quel pays? Parce que c'est pas les mêmes plateformes. Ben, ça doit être ben, pour l'Europe, je sais pas. Ben, il cherche tellement ces trucs-là, je pense qu'il doit s'y connaître. Je suis en train de regarder, je pense que ça concerne l'IASA, donc c'est l'Europe. Ah, c'est l'EASA, donc c'est Europe. EASA, Europe. Certaines choses évidentes sur la façon de répondre. De rejoindre. Et Brayed. En attendant que nos invités arrivent, je vais en fumer une. N'est-ce pas, Gérard, qui est à l'écoute? Je suis à l'écoute, hein, mais je fume une cigarette et je vois le chat. Alors, le chat. Y a-t-il des questions dans le chat? Voilà, Félix qui arrive. Salut tout le monde, mesdames, messieurs, pardon. Salut Salut. Nordine, salut Walid, salut le chat. Salut Farid. Ça va? Ça va et toi? Vas-y, t'es en train de demander où À t'étais. compère. Avant-hier, je sais. Ouais, hier j'avais, enfin avant-hier, ouais, avant-hier plutôt, ouais. Ah, tu as deviné Nordine, ouais. J'avais du monde, ouais. Et de temps en Ouais, temps, jeter un petit coup d'œil comme ça. ouais, ouais. Il n'y a pas de questions sur le chat. Salut Nadir. Bah, écoute, donc ce chat-là, j'ai l'impression que c'est à la façon de diesel, d'un moteur diesel. Démarrage difficile, ensuite, les gens déboulent. Donc, ils préparent salut, je sais pas. Il faut déjà qu'il y ait de la présence. Il faut déjà qu'il y ait de la présence, Nordine. Si, si, non, ne regarde pas en haut les 24, hein. Il y a déjà 800 et quelques spectateurs. Non, 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 je regarde pas. Oh, il y a des gens qui... Non, ça dit quand tu vois en il haut, n'y tu avait vois pas de le petit questions, nous bonhomme. allons faire un match. Non, tu vois le bonhomme en haut, là où il y a écrit 21. Ça, c'est ceux qui sont présents. Mais ceux qui sont spectateurs sont identifiés sur le chat. Il y a exactement 785 maintenant. Donc ensuite, les gens rentrent dans le truc. C'est-à-dire, il y a live, et après, ils rentrent dans le live, tu vois. Mais le nombre de... C'est au prorata des gens que tu vois. Et ensuite, après, ça va monter, bien sûr, quand les gens ont partagé, ou là, ils ont truc. Donc ça se partage, et voilà, c'est comme ça que ça marche. Bon, il n'y a pas de questions, nous allons faire des matchs. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, les matchs, j'ai j'ai survolé un petit peu. Bon, les gens, quand ils font des matchs, c'est pour faire grimper les ligues. Comment on appelle ça? Les ligues, il faut à droite, à gauche, dans le screen. Mais bon,
Tu as vu la dernière fois, Farid, on est tombé sur avec la chance que j'ai Ah, eue sur des déjà. phénomènes, hein, c'est des phénomènes. Oh, ouais, c'est un phénomène. Et on a tout essayé. On a essayé de voir de changer VPN, patin, tout ça. Ouais, ouais. Non, je pense que c'est c'est ceux qui sont sur la plateforme et ils te les affectent aléatoirement, ils te les affectent. Ils te les affectent de façon aléatoire. Tu peux pas choisir. J'ai vu, c'était. On n'a pas été gâtés. Tu peux pas choisir comme ça. C'est-à-dire, ça, si, tu peux, mais il faudrait que tu aies, par exemple, quatre les invités, et après à toi de choisir. Mais des fois, les gens, si tu choisis, des fois, ils veulent pas monter avec toi parce que, au moins, ce qui les intéresse, c'est de voir si tu as beaucoup de followers, c'est qu'ils puissent te prendre des gens qui vont chez eux, etc., etc. C'est comme ça qu'ils font. Et là, bon, ça m'intéresse pas trop. Déjà, là, on fait notre petit live comme ça. J'ai partagé avec quelques étudiants de mon école. J'espère qu'ils vont venir, comme ça ils poseront leurs questions. Bah, par exemple, oui. Et dans ton école, il y a combien de personnes? Enfin, vous êtes combien? Je crois 250-300 étudiants. Quand même. Et le taux de réussite, c'est par an, donc par an, par cycle. Par cycle, alors j'ai aucune idée, mais en fait j'ai appris la dernière fois que dans tout le Canada, il y en a que 250 licences CPL par année, ce qui est vraiment très très peu. Bah oui. Pour un pays comme le Canada, oui, c'est peu. Justement, chaque école, elle doit en avoir entre 300 et 400 étudiants, donc 250 par année, c'est pas beaucoup. Après, déjà on a vu au début, hein, il y avait beaucoup d'abandons au début. Ok. Il y en a qui ils ont eu des problèmes avec la langue. Ça leur a un peu fait peur parce qu'en fait, c'est 100% en anglais, même si on reste au Québec. Et ouais, il y en a eu beaucoup d'abandons au début. C'est Adam Spanish. Oh là. Et ils ont des. Ils sont tous. Ils veulent tous terminer en tant que pilote ou là, ils ont d'autres plans? Non, il y a vraiment de tout. Parce que vu que c'est des étudiants internationaux, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas travailler, exercer en tant que pilote de ligne au Canada. Ouais. Donc, il y en a qui ont vocation à faire de l'instruction. Il y a des pilotes d'hélico. Il y a des pilotes d'hydravion. Ok. On a quelques modulaires, mais on les croise pas beaucoup, les modulaires. Ben, je pense au Canada, ceux qui peuvent décrocher des postes comme ça, surtout l'hydravion, c'est dans la région de Yukon, non? Dans les mines. Il y a des mines là-bas et des lacs. Ça va Bah, en l'intéresser. fait, le Canada, je crois qu'il y a la moitié des lacs du monde qui se trouvent au Canada, donc il y en a partout. Oui, oui, oui. Et puis, l'avantage de l'hydravion, c'est qu'ils prennent à la sortie d'école. Ok. Ils prennent à la sortie d'école. Et ils font des propositions pour garder des gens pour faire instructeur aussi, non? Quand ils sont C'est ça, performants. ouais, c'est ça. Ils proposent à tous les élèves de rester en tant qu'instructeur. Ouais, Et puis, d'ailleurs, ils leur proposent même de signer des contrats pour pouvoir voler sur le multi-engine. Donc, ouais, ceux qui signent des contrats pour rester, ben, ils ont le droit de voler sur des multi-engine. ouais, c'est bien. Tu vois, ça manque un peu en Algérie. Ça, l'IS, il devrait accélérer le process pour pouvoir former du monde et ou les garder ou les verser dans des écoles ou les verser à la protection civile parce qu'il y a de la surveillance des forêts. À Mostaganem, ils viennent de faire le truc, là, comment on appelle ça? Le- la base de la protection civile avec les SDIM.
C'est pas une mauvaise chose, hein. Bah, c'est ça. Bah, c'est qu'en fait, l'avantage du Canada, c'est que les gens ici, ils posent pas beaucoup de questions concernant l'employabilité parce que il y a du choix. Si on n'arrive pas, en fait, le choix ultime, c'est bien faire un pilote de ligne. Mais si on n'y arrive pas, il y a le taxi, il y a la surveillance aérienne, il y a le photo aérienne, il y a beaucoup de largage parachutiste, Les, instructeur. les Il y a beaucoup évacuations de choix. sanitaires, Ouais, le sang sanitaire aussi, ouais. ouais. Quelle base pour les feux de forêt avec les AT 802, c'est TTL. Oui, je pense, c'est-à-dire, ils ont basé ça à Mostaganem, je pense. Ça a été inauguré la dernière fois. Là, dans le temps, quand on faisait de l'aéroclub, on faisait de la surveillance. Fallait, tu as un problème de connexion, tu dois redemander pour monter. Ouais, ça permet de rester toujours en activité et en contact avec l'avion. Et bien, quand on faisait de l'aéroclub, on faisait ça. On faisait de la surveillance forêt bénévolement, hein. Donc, ça faisait partie un petit peu de l'instruction en aéroclub. Déjà, ça permettait de voler, j'ai envie de dire gratuitement surtout. Ne pas Oui. payer les heures. Ouais. Le JB, il est pas là aujourd'hui. Et j'ai envoyé la notification. Normalement, il est là. Il était dans le chat, partage, mais là, je le trouve pas. En Airbus 330, peut prendre un virage au joystick tout en utilisant également les palonniers. Oui, oui, mais c'est déconseillé parce que le joystick est par principe, encore une fois, pour dire que c'est le 330 ou le 350 ou le 380, il travaille à l'enveloppe. Il travaille dans une enveloppe. Ce n'est pas comme les autres avions, c'est le fly-by-wire, travaille avec des computers qui donnent un pourcentage d'angle. Ce n'est pas réellement les 30 degrés ou les 40 degrés que tu demandes quand tu veux te faire un virage. Mais le leader peut être en supplé puisqu'il est en manuel. Donc, quand il va faire un virage pour faire un steep turn, par exemple, un virage serré ou quelque chose comme ça, il va pouvoir s'aider avec le palonnier, mais pas trop parce que l'empennage de cet avion, c'est l'équivalent d'une aile. C'est tellement grand que ça peut faire basculer cet avion. Et donc, le joystick suffit pour prendre un virage. Quand tu demandes 30 degrés à un 330, c'est à peu près comme Kunungulu, 26, 7, 7, 28. Parce qu'il est, encore une fois, avec les protections. S'il n'a pas de protection, ça c'est autre chose. Protection, il peut aller même au-delà de 67, il n'est pas protégé, il peut même partir en vrille, quoi. Je me suis toujours demandé pourquoi en Algérie, ils ne font pas déplacer des malades de l'hôpital. Un truc. Eh ben, tu sais, Abdel, il y a le ministère de la Santé en coordination avec l'héliport d'Al-Baïda, ils ont une structure pour le transport en hélicoptère et ils l'ont même essayé, c'est-à-dire quand il y a un accident sur l'autoroute et tout. Et ils l'ont fait déjà. Mais bon, est-ce que c'est une structure à part entière ou c'est de temps en temps? Je ne peux pas te dire. Je sais qu'il y a eu déjà 2 ou 3 évacuations comme ça de l'autoroute vers Ain Naja, à Alger. Oui, il devrait, avec, avec les héliports qu'il y a partout pratiquement, et ça peut se faire, pourquoi pas. Mais il y a Tassili Travail Aérien qui le faisait aussi, avec les hélicos. Même si les hélicos de Tassili, enfin de Tassili ou même de Algérie, enfin, étaient immatriculés en W, c'est-à-dire militaire. Ils ont été achetés sous l'égide militaire. Et tu as un autre escadron de la police, enfin en hélico. Ils ont des hélicos eux aussi. Oui, ils l'ont déjà fait avant, oui.
Je sais pas, peut-être qu'il a. Attends, je vais partager, je vais partager à J. Et il avait bien dit hier. Farid, chaque fois tu décroches. Pensez-vous que l'Algérie est suffisamment maillée en termes d'aéroport? Oui, oui. Allez, tu as des appels. Pas de problème, Farid. J'ai compris. Eh ben, oui, il faut considérer qu'en Algérie, il y a à peu près, il y avait 28, maintenant je pense qu'il y a 36 aéroports, quelque chose comme ça. Oui. Euh, Au nord, c'est clair que c'est bien achalandé. Au sud, c'est les distances qui font la chose, mais bon, les distances entre les deux villes, entre les deux grandes villes, il n'y a rien. Donc entre Adrar, Ain Salah, Tam, Borj, Beji-Mortal, Illizi, Janet et tout, et ils sont tous dotés d'aéroports. Et les transports se font bien, et les programmes y existent. Donc, oui, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire encore, oui. De rien, Micmac. Des Micmac. Alors, اللي ما يعرفش فرنسي يقدر يقرأ طيران بالإنجليزية. C'est déjà en anglais, hein. Justement, Amin, الطيران بالإنجليزية en général. C'est في العامة الطيران بالإنجليزية. اللي يدرسوا الطيران في فرنسا يدرسوه بالإنجليزية، وباش يفهموا يجبوا يقراو شويه كاين لي مود يقراو بالفرنسيه. في الكندا كي هو راه وليد كيف بورتو يهضروا فرنسيه في مونريال وفي الكيبيك، بصح الطيران بالفرنسيه بالانجليزيه. دونك يتبعوا كلش الطيران بالانجليزيه، ومن بعد اللي ما يفهمش الفرنسي ما معليش راه يقرا بالانجليزيه، سي با بروبليم. مي واش هي حنا كيما هنا في هذا اللايف هذا خصنا نتكلموا، نجمو نتكلموا فرنسيه برك، ما نجموش نتكلموا العربيه باسكو ما نجموش نفهموا الناس الطيران باللغه العربيه. سي كوم سا. كاين ناس يطلعوا يتكلموا معنا الانجليزيه يتكلموا معاهم الانجليزيه، وبون حنا ومداك نتحكموا في اللغه الفرنسيه بعد نتكلموا الفرنسيه. هذا ما كان اون بار فرونسي. سالي محي الدين، جيسبيغ كو فهمتني يا سي امين. ليبو سفيان. سالو ليبو. ما فيه حتى مشكل، مرحبا بك امين. هي زعما نجمو باغ اكزومبل كل واحد ما يفهمش فرنسيه من تكون تكلمو، من تجي في المسائل التقنيه خصنا نتكلمو بالفرنسيه ولا بالانجليزيه. هذا بغيت زعما باغ اكزومبل نفهموك هكا شويه مشاكل هكذا باللغه الدارجه، وي بصح باللغه العربيه نقولك الصح انا ما نتمكنش اللغه العربيه، نهضرها بصح نهضرها في اطار باين، وهذا ما كان ما نتكلمهاش زعما قال في اطار تقني ولا حاجه. الروليه Gérard, dommage que. Il y a Walid, il y a mon instructeur qui a l'écoute, il est sur son PC, mais il ne peut pas grimper avec nous parce qu'il lui faut qu'il passe sur smartphone. J'aurais bien voulu. Ouais, j'ai vu la vidéo sur YouTube où t'as été chez lui. Et ben, de toute façon, j'ai dit à son petit-fils qu'il se débrouille avec lui pour lui mettre TikTok sur un smartphone, comme ça il pourra accéder avec nous. Il est à l'écoute, je l'ai dit tout à l'heure sur WhatsApp. Mais moi, j'aimerais bien qu'il monte. Et là, non seulement tu apprends, mais tu rigoles, hein. La numérotation des moteurs, c'est de gauche à droite ou droite à gauche. Bon, généralement, on dit 1, 2, et 1, c'est le gauche, et
2 c'est le droit. Donc, tu peux considérer que c'est de gauche à droite. Ahmed Bayana, salut. Et c'est pour ça qu'on démarre les moteurs, on dit le 1 ou le 2. Et en plus, ça dépend. Ça dépend de quel côté on met le groupe. Le groupe électrique quand on démarre sans. Donc on démarre le 1 en général. On va faire monter Dr Cornelius avec nous s'il veut monter nous parler de. Il était en live tout à l'heure, il parlait de la paix du soleil. Du sommeil. Du soleil. D'ailleurs, ça pose problème aux pilotes, l'apnée du sommeil. Non. J'ai vu un commandant de bord Air France qui a été presque à la fin de sa carrière, il a été arrêté pour ça, parce qu'il faisait de l'apnée de sommeil. Et après, l'IASA, c'est un peu très de son. Il pousse un peu le bouchon loin. Alors, poor woman, my son wants to be pilot, inshallah. What needs to study exactly, please? First, the age. What is age? He can study pilots, disons, private pilots at 17, 16, 17. Then he has to perform his baccalaureate, bachelor. Then application to school, aeronautic school. I don't know where you were living, in Europe or state or Canada or something like that. And after that, to be pilot, it will take 2 years and a half, something like that. Si tu veux lui continuer, voilà JB qui arrive. Capte comment un pilote communique avec la TC lors d'un détournement. Le Mahedine, s'il y a quelqu'un qui se réveille du sommeil, quelqu'un qui se réveille de la sieste. En Tunisie, elle allait se réfugier chez une juive. Exactement, Asia. Alors, pour répondre à Ikram, l'ATPL, c'est la licence de pilote de ligne. Oui, c'est comme ça. Mais pour les études de pilote, exact, il faut que tu aies fait des études scientifiques, studies, scientific studies, as mathematics, physics, something like that. In this case, he can apply to school, aeronautic school, and follow his course. Salut, Bonjour les amis, salut, ça va? tu vas bien? Salut GB, Salut Walid, ça va? ça va? J'ai envoyé la notification tout à l'heure. Ah oui, mais j'étais en train de faire un Scrabble. Ah ben oui, c'est bien, c'est bien. Voilà, j'ai joué au Scrabble tout l'après-midi, donc voilà. Tu as gagné? Oui, j'ai gagné. Un coup oui, un coup non. On a fait 4 ou 5 parties, je sais pas. Voilà. T'as pas inventé des mots? Non, du tout. Attends, moi je réponds à Mehdi, et si tu veux ensuite tu réponds à Paul Roman en anglais si tu veux. D'accord. Mehdi demande si un pilote, comment il fait pour communiquer avec la TC lors d'un détournement. Si détournement, il est confirmé qu'il y a détournement, pour qu'il communique avec lui, d'abord lui, il est enfermé dans son cockpit. Donc il va déjà mettre son transpondeur, le 7500. Donc tout le monde va savoir que cet avion est détourné, puisque ça va sortir sur le screen de la TC. Et à partir de là, tout le protocole de sécurité se lance. Bon, maintenant, si celui qui détourne est déjà au poste, et s'il a des notions de trucs, il va demander à ce qu'il ne mette pas le 7500. Et là, ça va se compliquer encore plus. Donc là, c'est une autre histoire. Et c'est pour ça qu'il y a des portes blindées, c'est pour ça qu'il n'y a personne qui rentre au poste. Voilà. Paul Woman te dit, my son wants to be pilot, inshallah, what needs to study exactly, please? He is still studying in college,
but he's playing to study part. He is living in UAE. في دبي. Donc les Émirats. Il est aux Émirats. Plenty of opportunities, however. For the time being, it's better for him to get a degree at the university in the scientific pattern, because it will be useful for him. And then it will also be interesting for him because he will have a kind of a B plan just in case he doesn't succeed in the aviation business. Or whatever, even if he becomes a pilot, he might have a problem later on at a medical check, whatever. So it's quite interesting to have kind of a B plan where he could rely on to change his way of life. I mean, just in case. And on the other hand, it would be interesting for him to have such a degree at the university. It will help him understanding the matters that are taught to the pilots. So, to my opinion, it's the best way to do it. Now, as far as the flying schools are concerned, you've got many of them where you're living. However, you've got some sure. And the best thing is to see with the companies, maybe, if the companies around there have got cadets that they are employing during their training. It's a good thing because he will be sure to get a job at the end of his training. العربية do that. العربية. كمبانيا عربية في الشرجة. They have cadet students. They have a good school there in UAE, Emirates School. Des inondations. On va ramasser un peu. On a ramassé un peu sur le golf. Qu'est-ce qu'il y a ramassé sur le golf? Oui, ça va, San Juan, ça va. Bon, you need money and deep pocket. Est-ce qu'il est possible de détourner une fréquence radio en plein vol? C'est-à-dire, Bahidine, à quel but détourner une fréquence radio en plein vol? Non, les fréquences radio. Si c'est la capter, oui, on peut toujours. Et ça sert pas à grand-chose. Hein. Mais qui c'est qui va s'amuser à capter une fréquence pour faire un... Non. Surtout qu'on arrive à identifier l'avion, celui qui communique à la radio, on arrive à l'identifier. On a notre ami Farid qui arrive. Salut Farid. Salut JB, salut. J'ai dit bonjour à tout le monde. Je suis monté quand ça a commencé, puis j'ai reçu des coups de fil. Ah, moi, j'étais pas là. Voilà. Ouais, exactement. Salut. Alors, pour les petits malins qui s'amusent, il y a un truc qui est très très dangereux, c'est les petits malins qui s'amusent avec les rayons laser. Ça, c'est un véritable problème. Il y a des rigolos qui s'amusent à viser les avions en approche et à l'atterrissage avec des rayons laser. Bon, maintenant, c'est surveillé et c'est très très sévèrement puni parce que, bien évidemment, on éblouit les pilotes au moment de l'atterrissage. Voilà. Donc, c'est vraiment la connerie à ne pas faire, quoi. Salut Sam. Salut. Samy, il est rétabli alors? Ah oui, salut. Alors. Je l'appelle Sam Debout. Qu'est-ce que j'ai entendu parler? How are you, my friend? Did you recover from your illness? Samy, il croyait que je parlais avec français. Eh ben, Samy, puisque tu es là, voilà une question pour toi. What's your advice as university, please? This woman, poor woman, is living at UA.
And for his son, he wants a university, something like that for studies and for the future to be pilot. Donc appelle les conseils si tu peux. Si tu peux, si tu veux, si tu n'es pas encore malade. Ou bien tu fais le maladré quand tu veux. For Power Woman. Well, if your question is just about a kind of studies that your son can do, I would suggest he goes to physics or things like this, okay, or mathematics. But physics would be all right, okay. They have choice. They have big choice. They have big schools and university and that. Quelle est l'éthique? Quelle est l'éthique d'agent d'exploitation? Quelle est la technique? Enfin, qui est... J'ai pas compris. Quelle technique d'agent d'exploitation? On en a un sur le live, Spanish Smile, qui est agent d'exploitation, donc qui est l'autre contrôleur, enfin coordinateur de vol. Je ne sais pas si c'est de ça que vous voulez parler. Bon. Vous avez vu le petit Cessna, le jet Cessna qui s'est écrasé aux États-Unis là, après décollage. Enfin, il n'a pas réussi à décoller. Il avait une V1 à 118 et la vitesse maximale qu'il a obtenue c'était 131 et il n'a pas décollé. Et ça a terminé sur la route qu'il y avait au bout de la piste. Il a heurté un SUV. Il y a eu 3 morts dans l'avion, plus le conducteur du SUV et une des personnes à bord qui est très gravement atteinte. Voilà. C'était aujourd'hui ça? Hier, je crois. Hier. Le nouveau jet Honda là. Le petit jet Honda, ouais. Alors, je sais pas, j'ai vu plusieurs trucs. Apparemment, il aurait eu une reverse qui serait passée. Je sais pas, j'ai pas très bien. Enfin, on n'en sait pas grand-chose, mais voilà, tout ce que l'on sait, c'est que il n'a pas réussi à décoller et il a terminé donc dans la Luzerne sur l'autoroute ou la route qui passait au bout de la piste. Voilà. Ouais, si c'est la reverse, c'est méchant ça. Ça, c'est des fois. D'ailleurs, c'est arrivé à mon école il y a 2 jours, je crois. On a fait pendant le décollage. Ouais. Heureusement, l'étudiant, il était avec son instructrice et elle a réussi à faire un 180. Alors que c'est très déconseillé dans la liste, dans la checklist. Mais elle a réussi quand même à faire un 180. Cette histoire de monoxyde, ça me rappelle, moi, un King Air à Oran. Il y avait deux anciens pilotes, ça fait longtemps ça. Ils transportaient de la neige carbonique. Tu te rappelles de ce problème-là? Ils roulaient. Je me souviens vaguement. Ils ont roulé. Et puis à un moment donné, ils sont revenus aux instruments intérieurs parce que la fumée sortait il y a eu des émanations. Ils sont arrivés juste au parking. C'était quand ils faisaient de l'exportation, il fut un temps, il y a très longtemps de ça, on exportait des crevettes sur Palma et ils faisaient ça avec des petits bimoteurs d'Equinair ou des trucs comme ça. Ouais. Et évidemment, les crevettes, elles étaient dans la neige carbonique. Et ben, c'était hyper dangereux. D'ailleurs, bon, ouais, on peut le dire aux gens, hein, il y a le transport de neige carbonique dans les avions, bon, évidemment, ça fait partie des matières dangereuses, mais c'est soumis à une réglementation, il y a des quantités très très précises à ne pas dépasser, etc. C'est très très particulier. Les demandes d'atterrissage sont-elles parfois refusées? En général, non. Mais il se peut que quand quelqu'un demande un atterrissage d'urgence, comme détournement,
il se peut qu'un État peut lui refuser l'accès. Il se peut. C'est leur droit. Il peut leur dire non, on n'accepte pas. Quand c'est un détournement. Mais une demande d'atterrissage d'urgence pour X raisons, quel que soit l'aéroport, Toujours accepté. toujours accepté. Sauf pour les détournements où des pays peuvent refuser l'atterrissage de cet avion, même si tu déclares une emergency ou quelque chose comme ça, mais en disant que, surtout quand ils savent que tu es détourné. Et c'est pour ça que c'est très. Oui, quand tu es en cas de détournement, eh ben, je vais te dire, parce que même quand c'est refusé, le gars, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? On va lui refuser. Ça s'est vu déjà. Ça s'est vu. Ça s'est vu, je ne sais pas quel détournement. Un pays lui a refusé, je ne sais pas si c'est l'Italie ou là, ils ont refusé à ce qui se passe là-bas. Et tu as beau déclarer short sur le truc et tout, bon, il y a toujours une sortie. Mais bon, on va expliquer ça à celui qui te détourne. Le problème, il est là. Surtout quand il est dans le poste. On ne va pas te croire. Il y a eu tout un. Il y a des études sur ça encore. C'est tout le monde. Oui, vas-y. Le cas du 777 de, je ne sais pas si c'était pas la Cameroun Airlines ou un truc comme ça qui s'est planté le long de la plage, tu sais. Ça fait longtemps de ça, hein. Et les gars, ils ont fini par amérir parce qu'ils avaient plus de carburant et parce que en fait, si ma mémoire est bonne, hein, ils s'étaient vu refuser de se poser et puis bon bah alors les hijackers ils voulaient pas y croire machin, enfin ils ont dit tu nous amènes à tel endroit et finalement ils sont arrivés, il n'y avait plus de fuel. Voilà, Ethiopian 767, oui, Avgi qui le dit, voilà, Kada, ouais, effectivement, oui. Il y a un Cessna aussi qui s'est posé dans les champs, pas d'essence, il n'avait pas de switch-off réservoir. Je sais pas, quand, madame Béliche. Je sais pas, je suis pas au courant. Ça, dans l'aviation, on dit toujours ne pas laisser d'altitude en dessous et ne pas laisser du carburant au parking. Voilà. Le carburant à bord d'un avion, c'est la vie, hein. Pas de CNI. Il n'y a pas de question. Tout le monde connaît tout, alors. Avant le crash du jeune sur l'autoroute. Je suis en train de remonter pour voir. Ben là, qu'on en a omis quelques-unes. Aucune publication, Captain Galin? Il n'y a rien comme vidéo ces jours-ci? Non, parce que en ce moment, j'ai un travail à faire et donc je n'ai pas trop de temps à consacrer à ça. Alors, Samy, il a une question. Vas-y, Samy. Avec un point d'interrogation rouge. Il devait dormir parce qu'il a Charles de Gaulle ce soir. Il y a une question assez intéressante. How does the forward center of gravity affect the stall speed? Il dit pourquoi JB est le meilleur? Ouais, et ben plus on a le centre de gravité vers l'avant, plus c'est difficile à faire stoller l'avion. Comment veux-tu qu'il dorme alors que JB, quand il voit JB, il est debout? Et JB, il va dormir debout, c'est pas possible. Il faut qu'il se repose avant son vol. Walid, tu étais en train de répondre au gars, non? Ouais, il a dit comment le... Forward center of gravity affect the stall speed. Oui, vas-y. No, it affects, as a matter of fact, when the center of gravity is forward, then the nose is, as we say, is heavy. Then there is a moment which is putting the nose down. And therefore, to have a trimmed airplane, you've got to generate a downward force on the horizontal tail unit at the back of the aircraft. And when generating a downward force on the horizontal tail unit, you kind of add an artificial weight on the aircraft. And therefore, you have to increase slightly the lift of the aircraft to counteract this artificial increase of the weight of the aircraft.
And by increasing the actual weight, you increase the weight of the aircraft, therefore you increase, for a given speed, you increase the angle of attack. And therefore, you are closer to the stall speed. And therefore, it is just like adding a weight on the aircraft. And we know that the stall speed, which is given for a given angle of attack, but which is corresponding to a different speed as a function of the weight. The greater the weight, the greater the stall speed. And therefore, since you've increased the weight due to the downwards force on the horizontal tail unit, you have, by this way, you have increased the stall speed. And that's it. قال لك سامي وليد قال لك tu prends des risques. قال لك tu prends des risques à répondre. Au contraire, demain Walid il a un examen. Demain Walid il a un examen sur les instruments. Et j'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que c'est question ouverte ou QCM? Il t'a dit c'est des QCM, mais à un moment donné, il y a une explication à donner sur des fonctionnements. Bon, ben demain il a un examen. Alors, on va poser une question juste facile comme ça à Walid pour voir, pour l'aider à réviser. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le principe du variomètre? Simple, hein, le variomètre simple, pneumatique. C'est quoi déjà le variomètre? Vertical Speed Indicator. Ah, et ben c'est le rate of climbing or descending. Quand on utilise le static port, ben dans les petits avions, après je ne sais pas, dans les grands avions c'est pareil. Des petits, vas-y. Ouais, donc c'est rate of descending or climbing basé sur le statique qui est calculé en fonction de la pression atmosphérique extérieure. Mais comment se fait-il que l'on puisse mesurer une vitesse verticale en prenant la pression atmosphérique? Comment on peut faire? Quel est le principe de fonctionnement? C'est en utilisant comment on appelle ça, la correction. C'est pour ça qu'il y a il y a un certain lag de 3 secondes. Oui. Alors, c'est une très bonne question, parce que c'est quelque chose que j'ai vu cette semaine en plus. On prend la pression statique. D'abord, l'équipement, l'appareil lui-même, c'est un boîtier étanche. D'accord? Il n'y a pas de l'air de la cabine qui rentre dedans. Très bien. Donc, on a l'air qui arrive, la pression qui arrive du static port. On a la pression statique. La pression statique, elle s'applique à l'intérieur de la capsule. OK? Dans la capsule. Ouais. Elle s'applique à l'intérieur. Et dans le tuyau qui amène l'air à la capsule, sur le côté, il y a une petite fuite, un tout petit trou qui fait que, en fait, il y a une partie de la pression statique qui part dans la chambre autour de la capsule. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'avion monte, la pression statique, bien évidemment, diminue tout de suite. Elle diminue. Mais la pression qui est donnée par le petit trou, qui donc va entourer la capsule, elle aussi, à l'instant T, elle va rester la même, parce que la fuite est toute petite, le débit est tout petit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Instantanément, la capsule va être compressée, puisque la pression extérieure à la capsule, dans le boîtier, va être supérieure à la pression dans la capsule. Donc la capsule va s'écraser, elle va te dire que tu es en train de monter. Ça fait comme une aspiration. Pas comme une aspiration, c'est-à-dire que, en fait, il y a un retard d'établissement de la pression autour de la capsule par rapport à la pression à l'intérieur de la capsule. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un décalage par rapport à l'indication. Et c'est pour ça que sur les gros avions, par exemple, l'autre jour, Morad le disait, à plus forte, il te disait, sur les Airbus, on ne dit pas positive rate pour la rentrée du train, on dit positive climb. Et il regarde la radiosonde. Parce que comme les prises de pression statique sont en avant du train principal,
lorsque l'avion est cabré, lorsqu'on lui lève le nez, la pression statique, la prise de pression statique, elle monte déjà. Et le truc est tellement sensible que déjà, on aurait une indication de climb, de vertical speed. Or, à ce moment-là, au moment juste du cabrage, les roues du train principal sont encore par terre. Et si à ce moment-là, on rentrait le train, ça ferait une catastrophe. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est le fait que l'établissement de la pression statique dans le boîtier soit toujours en retard par rapport à l'établissement de la pression statique dans la capsule. Résultat des courses, il y a toutes les fois que l'avion est en montée ou en descente, il y a une différence de pression entre la pression dans le boîtier et la pression dans la capsule. La pression dans la capsule s'établit instantanément. La pression dans le boîtier s'établit avec toujours un retard. Très bien. D'ailleurs, c'est pour ça quand on a une panne de statique, ils nous disent de casser la vitre. Non, mais quand tu as une panne de statique, quand tu as un static plug, automatiquement, tu n'as plus de vario. Tu n'as plus de vertical speed. Et ils nous disent de casser la vitrine justement pour utiliser la. Oui, sur un avion non pressurisé. Mais si c'était un avion pressurisé, tu pourrais pas le faire parce que tu prendrais la pression dans l'avion. C'est ça. Donc oui, ça nous concerne, nous, les petits avions. Voilà. Ils nous disent de casser la vitre pour pouvoir mesurer la. Enfin, moi, je ne casserai pas la vitre parce que ça sert pas à grand-chose la vertical speed quand on est sur un petit avion. Ouais. Surtout quand on est à vue. J'aimerais bien t'y voir. On y est fait. J'aimerais bien t'y voir, Sam. Hein. J'aimerais bien t'y voir, Sam. Alors, pour répondre à Outman, non, c'est pas la sonde PITOT. Alors, ça s'appelle PITOT, hein, P-T-O-O-T. Et non, c'est pas ça. C'est la prise de pression statique. C'est les static ports qui sont sur le côté de l'avion. C'est comme un pansement sur le côté. Voilà, exact. Non, Outman, c'est les PITO qui ont posé problème. Beaucoup plus. Donc, variable speed, décrochage, etc., etc. Rien qu'à voir le film, tu vas tout comprendre. Alors, autre question pour Walid. Autre question pour Walid. Quel est le principe de fonctionnement du turn coordinator? Alors, c'est le turn coordinator. Non, il fait c'est two in one. C'est latitude et c'était quoi l'autre qui calcule, en fait, si on est en slip ou en skid. Et l'attitude de l'avion, si on est en bank ou on est en row. Et normalement, ça fonctionne avec un gyroscope. Combien de degrés de liberté, le gyroscope? Alors, on a deux indications. Un qui fait 30, ça fait, j'ai oublié par minute, ça se calcule par minute. C'est 180 par minute, non? 90 par minute? 3 degrés par seconde, ok, ou 6 degrés par seconde. Rate 1, rate 2, sur les petits avions. Ah, nous, il c'est un gyroscope qui est asservi à ne faire que pencher à droite ou à gauche. Il est fixe dans l'axe de l'avion, et tout ce qu'il peut faire, c'est pencher à droite ou à gauche. Il agit, alors, moi je t'explique comment ça marche, hein, le principe de fonctionnement. Il agit en fait avec la précession. La précession, c'est quoi? C'est la réaction d'un gyroscope lorsque son axe est perturbé. Alors, imagine, on va faire le truc comme ça, imagine tout simplement, la roue avant de ton vélo. La roue avant de ton vélo, elle est devant toi, tu vois, et elle tourne comme si tu avançais en marche avant. Est-ce que tu vois bien le truc? Oui, c'était l'exemple. Ok, très bien. Bon. Alors, le principe de la précession, c'est le suivant. Si par exemple, tu prends l'axe de la roue avant, d'accord, tu fais tourner la roue vers la droite. D'accord? Tu fais tourner la roue vers la droite. Tu tournes le guidon, tu fais tourner vers la droite. Le gyroscope va réagir à 90 degrés de la perturbation dans le sens de la rotation. Alors, on va regarder ce qui se passe sur l'axe à droite de la roue. L'axe de la roue à droite. Si je fais tourner la roue à droite, ça veut dire que j'exerce une force sur l'axe à droite de la roue vers l'arrière. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Très bien. Eh bien, le gyroscope va réagir
à 90 degrés de cette force dans le sens de la rotation. Donc, cette force que tu as exercée vers l'arrière sur la partie droite de l'axe, elle va se transformer en une réaction du gyroscope qui va être vers le haut sur l'axe à droite du gyroscope. Donc, ça va faire pencher la roue à gauche. Oui, alors c'est ce qu'on D'accord. utilise aussi dans le torque. D'accord. Alors, ce qui va se produire dans le turn coordinator, c'est que quand tu fais tourner l'avion, tu as du yaw. Tu as du yaw, donc tu vas agir sur l'axe du gyroscope. Le gyroscope, lui, il est fixe dans l'axe de l'avion. Il peut pas tourner. Il est fixé dans l'axe de l'avion. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Comme tu lui fais tourner, par exemple, tu le fais tourner à droite, ben, qu'est-ce qui va se produire? Tu vas faire une perturbation sur l'axe à droite du gyroscope, et lui, il va réagir, par exemple, dans ce cas-là, en se penchant à gauche. Et c'est ce mouvement que l'aiguille va te donner. Et ce mouvement, cette précession, il est fonction du rate of turn, de la vitesse angulaire de l'avion, oméga. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a deux marques, sur les petits avions en tout cas, on a deux marques, rate 1, rate 2, 3 degrés par seconde ou 6 degrés par seconde. Ouais, nous, il nous Voilà. parle par minute, donc ça correspond, je pense, à 180 par minute. Si on... Oui, c'est ça. Ouais. 3 degrés par seconde, ça fait 6 fois 3, 18. D'accord. Ouais, 180. OK. Et Une d'ailleurs, minute pour un 180. Et 2 D'ailleurs, minutes c'est ce pour un qu'on utilise. 360. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on utilise si jamais on a une panne moteur. Ils nous disent Voilà. de ne pas regarder le horizontal indicator, plutôt le turn indicator, pour calculer le virage. Alors maintenant, la bille en bas, comment elle marche? Tu peux m'expliquer? Ça marche par rapport à la queue de l'avion. Donc, si on est à droite, si on est en skid ou si on est en slip. Et donc, est-ce qu'en fait le rudder, il est à l'intérieur du virage ou à l'extérieur du virage? Alors moi, j'explique toujours ça plutôt différemment. Lorsque je fais un virage avec une moto, ou bien lorsque je suis dans l'avion, passager, j'ai un verre d'eau ou un verre de bière, peu importe, posé sur ma tablette devant moi. Lorsque l'avion fait un virage, l'eau, comment elle se comporte dans le verre? Est-ce qu'elle reste parallèle au fond du verre, Non, ou bien est-ce qu'elle penche d'un côté ou de l'autre? elle penche de l'extérieur. Non, Elle est jetée normalement. non, elle bouge pas. Si le virage est coordonné, elle ne bouge pas. D'accord. Dans Si le virage est coordonné, elle ne bouge pas. je parlais d'un virage un peu. Ouais. Un virage coordonné, un vrai virage, un virage correct. La bille, elle est soumise aux forces massiques de l'avion. C'est-à-dire, elle est soumise au poids et à la force centrifuge. Si le poids et force centrifuge et l'inclinaison sont coordonnés, selon la formule tangente alpha, si on appelle alpha l'inclinaison, tangente alpha égale V2 sur RG, V2 étant le carré de la vitesse en mètres par seconde divisé par R, le rayon de virage, G, l'accélération de la pesanteur. Si cette équation est vérifiée, alors la bille est au milieu. La bille, quand elle est à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a trop de yaw pour pas assez de bank. Et le pied chasse la bille, c'est-à-dire que si tu veux la ramener au milieu, il faudra diminuer la pression. Il faudra augmenter la pression sur le palonnier gauche, par exemple, si elle est à gauche, ou diminuer la pression sur le palonnier droit, ce qui revient au même. Et quand elle est à l'intérieur du virage, ça veut dire que tu as trop d'inclinaison pour pas assez de yaw. Tu es en virage glissé. Ce qui est important de retenir, c'est que la bille te dit d'où vient le slipstream, c'est-à-dire l'attaque oblique de ton avion. Quand la bille est au milieu, le vent relatif arrive dans l'axe de ton avion. Quand la bille est à gauche, le vent relatif arrive de la gauche et tu augmentes ta traînée. Si la bille est à droite, le vent relatif arrive de la droite et tu augmentes ta traînée. C'est comme ça qu'il faut le voir et c'est comme ça qu'il faut le comprendre pour piloter l'avion. Non, excusez-moi. C'est pas le cas Non, de, c'est c'est très, pas c'est le cas très. de Samy. Samy, il a dit heureusement que l'avion travaille pour moi.
Ben, Captain Vialin, quand il n'y a pas de questions, il s'en crée. Il se crée des questions. Mais C'est c'est très très, très intéressant. intéressant parce que nous, en fait, c'est que même mes instructeurs, ils sont très simplicites. Ils nous expliquent, voilà, que ça contrôle le skid et le slip. Pareil, il faut chasser la bille pour remettre en coordonnées. Mais il n'y a pas des explications mathématiques comme il a fait JB. Tu regardes ma vidéo, le vol en virage. Regarde ma vidéo sur mon Ouais, ouais. profil. Le vol en virage sera toute l'explication. Voilà. Et- Avec les forces, comme elles s'appliquent, etc. Encore une fois, les mecs, croyez-moi, même, bon, maintenant, comme nous tous, hein, les avions de ligne qu'on a pilotés, même si moi, les avions que j'ai pilotés, ils étaient moins perfectionnés que maintenant, mais on avait le yaw damper, on n'avait pas à se casser la tête sur la bille. C'est pas le problème. Après, quand on est en ligne, la bille, on oublie, ça marche tout seul. Bon. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, pour bien comprendre même comment une panne moteur est gérée, quand on a une panne moteur, on utilise la bille. On utilise la bille, justement. Euh, et pour bien comprendre pourquoi on a la bille qui est légèrement décalée pour une panne moteur avec efficacité maximale, traînée minimale, etc., il faut déjà comprendre comment ça marche. Voilà. Ne vous contentez jamais de connaître la réponse A, B, C ou D à la question. Essayez de comprendre ce qu'il y a derrière. Mahidine, Mahidine, en général, les vents sont dominants est. Donc, automatiquement, le temps est plus long quand tu vas vers l'est que au retour. Au retour, en général, on fait moins de temps parce que c'est des vents dominants est qui viennent de l'est. En général, je parle des vols bien précis, hein. Comme tu as les Oran Jeddah, les Alger, trucs, même Montréal, trucs. Donc, à l'aller, c'est toujours vers l'ouest. C'est plus court, c'est plus long. À l'est plutôt, c'est plus long. Au retour, c'est plus court. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, ça dépend aussi maintenant du changement, des masters, de beaucoup de choses. C'est pas une science exacte. Au sud, des fois c'est différent. Et voilà, la capacité d'expliquer des choses compliquées avec une facilité déconcertante. Mohamed Oudir. Est-ce que correction de la vie? Non, je sais pas. La vie comme des niveaux de maçon. Sauf que avec le niveau du maçon, tu ne peux pas la chasser du pied. Si tu la chasses du pied, ton mur, il montera jamais. À l'intérieur. Il y a par exemple un exemple, quand on a une panne moteur avec un jet, eh bien, on contrôle la panne moteur pour avoir l'efficacité maximum et ne pas être en attaque oblique, en slipstream. On travaille avec la bille légèrement décalée et une inclinaison de 5 degrés maximum. Pareil, j'explique ça dans le vol en virage. Je crois, enfin, dans une de mes vidéos, j'explique ça. Il y a un gars qui me souhaite du mal. Et il écrit en arabe en plus. Et donc, normalement, راك في الجامع. ولا واش درتك انا؟ Laisse-nous dans notre contexte, s'il te plaît, parce que notre ami je dans le contexte. Ok. Voilà, il روحك انت الجامع. Et après, rotation, angle 30 à 90 degrés, 230. Spanish. Merci 787, merci 777. Eh ben oui, mais bon, avant d'arriver 787, 777, il faut bien passer parce que fait Walid pour l'instant. Un jour, il arrivera à ça et ce sera des souvenirs pour lui. Même, merci Boeing 727 et merci Boeing 737-200. Hein, on avait déjà les yaw damper quand même. Exact, exact. Spanish, dans quel avion? Parce que en fait, là, j'imagine que tu parles de glide speed, mais c'est pas la même vitesse sur tous les avions. Alors effectivement, c'est 30-90 degrés dans chaque côté après rotation, moins de 1000 pieds. Mais plus de 1000 pieds, on peut faire le 180 si on a dépassé les 1000 pieds.
Alors, dans un Cessna, nous, la vitesse, c'est 60. 60 nœuds, la glide speed qu'on doit chercher. C'est tout. Ouais, c'est tout, c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, avec nous, on a la vitesse de décrochage, c'est 42 avec Flaps. Hein. Oui. Oui, mais ça varie avec le poids. Vous pouvez prendre une vitesse de décrochage à 42 ou un truc comme ça parce que le poids varie peu. Mais en fait, elle varie avec le poids, hein, la vitesse de décrochage. Oui, sur un Cessna, on n'a pas beaucoup de marge de poids, justement. Il faut garder ça en tête. Que même si aujourd'hui tu voles sur un avion pour lequel la vitesse de décrochage est une valeur fixe, ça ne sera pas toujours le cas. Garde ça bien en tête. J'explique toujours aux gens que le décrochage n'est pas une affaire de vitesse, c'est une affaire d'angle d'incidence. Angle of attack. Stop et fin. L'avion décrochera à n'importe quelle vitesse pour autant que l'angle of attack, critical angle of attack has been reached. C'est ça. C'est ça qu'il faut garder en mémoire. C'est pourquoi on fait par exemple un décrochage secondaire lorsque après un décrochage voulu, un exercice de décrochage, on permet la bâtée de l'avion descend et on tire trop vite, trop tôt sur le manche. Qu'est-ce qui se produit? On est à une vitesse, on a repris de la vitesse, mais comme on a tiré sur le manche très fort, l'avion par inertie continue de descendre, on atteint, en tirant sur le manche, on atteint l'angle d'incidence critique et hop, on repart en décrochage. Voilà. Mahedine, ce n'est pas, on n'appelle pas ça des points de déroutement. Pour les vols, la route de grand cercle, que ce soit Pacifique Sud ou Nord ou Atlantique et tout, c'est des aéroports d'appui. Donc ils existent sur toutes les routes. Sur toutes les routes, quand il y a un tracé qui est fait sur le plotting chart, il y a des ETP, donc des points, au-delà duquel, en cas de problème avant ce point, on va à tel aéroport, ou si on le dépasse, on va vers l'autre. Et ça, c'est déterminé par des points géographiques, mais qui nous font partir vers des aéroports d'appui en cas de problème. Alors, pour Mohamed Aoudia, qui demande d'expliquer le yaw damper. Le yaw damper, c'est un équipement automatique qui va régler, enfin qui va faire bouger la gouverne de direction de manière à toujours garder la bille au milieu. C'est-à-dire qu'en fait, il va tout le temps adapter l'inclinaison avec le lacet, le yaw, d'accord? Et ça fonctionne avec un gyroscope comme celui que j'ai décrit tout à l'heure pour l'indicateur de virage. Sauf que derrière, il commande bien sûr des vannes hydrauliques, etc. Pour le roulis hollandais, je l'explique dans une de mes vidéos, je crois que c'est dans la vidéo sur la stabilité. Le roulis hollandais se produit sur un avion qui a une stabilité latérale, c'est-à-dire en roulis, en inclinaison, une grande stabilité latérale, et une faible stabilité en directionnelle, c'est-à-dire en cap, latéralement, donc par rapport à la gouverne de direction. Et ce qui se produit, je l'explique dans une de mes vidéos, ça serait un petit peu compliqué à faire, mais bon, c'est que en fait, l'avion, quand il est perturbé en roulis, comme à chaque fois qu'il y a un roulis, il y a du yaw en même temps, il y a du lacet en même temps. Alors, quand l'avion est perturbé en roulis, comme il a une grande stabilité latérale, il va avoir tendance à revenir. Mais en revenant, il va générer un lacet. Et le lacet n'est pas bien amorti parce que la stabilité de route est faible. Et donc, qu'est-ce qui va se produire? L'avion va se mettre à louvoyer. Il va se mettre à louvoyer, c'est-à-dire qu'il va basculer à droite et à gauche, et en même temps, il va faire des virages à droite et à gauche, qui vont aller en s'amplifiant. Et ça, c'est un truc hyper dangereux. Alors, ça se produit sur les avions de ligne, ou ça se produit également sur les avions ayant une très grande envergure, comme par rapport à leur longueur. C'est par exemple le cas des planeurs de compétition qui ont une très grande envergure par rapport à leur longueur. Et ils ont une grande stabilité latérale, mais une faible stabilité directionnelle. Voilà. Mais encore une fois, je crois que je l'explique dans une de mes vidéos. Je crois que c'est celle sur la stabilité. Voilà.
J'ai une question si vous le permettez. Bien Je suis sûr. pas trop inspiré ces jours-ci, mais que voulez-vous? Moi, mon faire-valoir, c'est Captain Vialin. Quand il publie, il y a des questions qui arrivent, sinon il n'y a plus rien. Enfin bref. Do not use spoilers sur l'ICAM. Dans quel cas? C'est pas ça. Sur l'ICAM, moi, j'ai pas volé avec ça, Rudders. c'est Nordine. Do not use powers or rudders. Spoilers. Ah, spoilers, tu veux dire. Elle dit, c'est dans le cas où, par exemple, tu as, par exemple, un problème au niveau des commandes de vol. Commandes de vol en eux-mêmes. يقول لك spoilers do not use. Spoilers do not use. Pourquoi? Parce que tu vas accentuer le problème. En les sortant, tu vas accentuer le problème. Et des fois, on te demande de ne pas les sortir du tout, de ne pas les toucher. Mais c'est do not use, parce que use, ça prêtait à un moment donné à confusion et on le faisait au simu. Tu as trois positions, tu as un quart, un demi et full. Donc il y a des gens qui s'amusaient à le sortir à un quart et que ça faisait rien du tout. Tu peux même tordre l'avion si tu les utilises quand tu as un problème de commande de vol. Quand, si, dans un exemple, tu perds le prime 1, prime 1, prime 2, sec 1, sec 2. Tu as la limite de mechanical backup, tu n'as que le sec 3. Tu ne peux pas les utiliser. C'est tout. Bon, et il n'y a pas que ça aussi. Et quand ça sort dans le status, mais sinon dans tous les cas, tu peux les utiliser. Il faudrait absolument que ça sorte dans le status. Si Mourad était là, parce que moi je n'ai plus le skill avec le détail, si j'arrive à le sortir le skill, je te sortirai ou je t'enverrai par où tu vas, quels sont les cas où il ne faut pas du tout les utiliser, les spoilers. Très bien que si tu pouvais me les envoyer, ce serait sympathique. Je Ouais. pense que je les ai sur le PF, en PFD, je pense que je les ai. En D'ailleurs, on a PDF. des limitations de vitesse aussi à les utiliser. On a des limitations de vitesse aussi pour ne pas les utiliser. Enfin, dans les petits avions, en tout cas, on en a. Les spoilers, tu peux même les utiliser quand tu as VMO, Exceedance Speed, tu peux les utiliser pour ralentir, pour sortir de la marge rouge sur des 330, je parle, hein, 330, 380, 350. C'est même conseillé. En croisière, s'il y a par exemple une VMO, MMO atteinte, et que ça dépasse dans la bande rouge, parce qu'il faut respecter, donc tu peux utiliser pour réduire, pour sortir de la plage rouge. Mais je vois de quoi il parle, Farid, mais j'ai pas exactement en tête toutes les pannes qui sont affiliées à ça. Alors, sur un Cessna, c'est pas aux maintenances directes si on les sort même dans l'arc jaune. Oui. Ouais. Les speed brakes sur les Cessna? Non. Je parle plutôt des Là, flaps. on parle des spoilers, on ne parle pas Ah, des des flaps. spoilers, pas des flaps. Spoilers, voilà. Comme le disait Nordine, sauf anomalie sur l'avion même, on n'a pas de limitation de vitesse. Au pire, si on est à très haute vitesse, il va y avoir le spoiler blowdown qui va automatiquement, si la pression hydraulique ne permet pas de maintenir le speed brake, le spoiler étendu, il va se redescendre un petit peu, mais il n'y a pas de vitesse limite pour les spoilers. Hein. Et pour Farid, les speed breaks sont surtout restrictifs pour l'utilisation. Les speed breaks, dans le cas où tu perds, par exemple, des computers, là, il te dira clairement, et ça va être en premier de speed break do not use. Pas spoiler. Je te l'enverrai. J'ai le truc. Allez, ah, ce serait bien si tu pouvais me l'envoyer, ce serait sympathique. Ouais. Les spoilers, c'est un truc. Bon, maintenant, je ne sais pas comment ils ont réglé le problème sur les Airbus, mais je sais que par exemple sur les 37 et les 27, en cas de panne hydraulique, la première des choses qu'il fallait faire, c'était rentrer les spoilers. Tant qu'on avait encore un peu d'hydraulique, parce qu'il fallait les verrouiller en position rentrée, avec le peu d'hydraulique qui nous restait. Parce qu'après, on risque d'avoir ce qu'on appelle le floating spoiler, comme ils sont sur le dessus de l'aile, qui a une dépression, et il y avait, si les spoilers n'étaient pas verrouillés,
mécaniquement, il y avait la possibilité pour que les spoilers battent légèrement et donc perturbant ainsi l'écoulement de l'air sur l'extrado. Voilà. Merci pour vos réponses. Attends, comment les pilotes peuvent-ils attirer l'attention des autres pilotes sans utiliser la radio? Toujours le transpondeur. Les phares. Les phares, dans le transpondeur, ça descend sans utiliser la radio. Transpondeur, c'est le contrôleur qui va être au courant beaucoup plus. Oui, les feux. D'ailleurs, quand on croisait les avions de nuit, à 1000 pieds de différence, enfin de part, et, avant le croisement, on mettait des phares on, phares off, l'autre aussi mettait ça. Rien que pour un salut, c'est tout, c'est pas pour dire qu'on est là. Hein. Parce que lui, il voit bien qu'on est à moins 1000 ou à plus 1000 ou la Comme plus. les camionneurs. Ouais, ben, quand on n'avait pas de contrôle radar par chez nous, quand on était en conflit de trafic, un avion qui venait en face, nous pour monter, lui pour descendre ou quoi aux caisses, eh ben, de nuit, on se faisait des appels de phare et on appelait le contrôle, on disait, bon, on a l'avion en face en vue, il est clair maintenant, c'est bon, et on pouvait monter ou descendre. Le contrôleur était tranquille, il savait qu'on on était clair l'un de l'autre. Hein. Et même le contrôleur, il posait la question, confirmer trafic croisé ou pas. Donc, quand trafic est Ouais, croisé. c'est toujours important de dire si on a l'autre en visio ou pas. Mais Super important, bien sûr. c'est une révolution quand même le TICAS. Hein. Oui, C'est bien vraiment sûr. quelque chose de formidable. Formidable. Il y en a un qui est obsédé, la Spanish Mile. Est-ce qu'on utilise le VOR? Oui, ben, si on est en navigation normale, si on n'est pas en navigation GPS ou IRS ou quoi que ce soit, et même en navigation autonome, hein, les VOR sont là aussi pour recaler la navigation. Hein. Bon, maintenant, ça s'utilise de moins en moins, hein, mais ça s'utilise quand même. Alors encore mieux, par exemple sur 330, sur la page Progress, sur les anciens 330, il y avait Update. Il y avait une partie où il y a écrit Update avec deux espèces de parenthèses. Et quand il y avait un problème de Shift GPS, IRS Shift, il fallait aller directement sur un VOR. Donc c'était les seuls qui sont en position bien précise. Sur le VOR, mettre le VOR et appuyer sur Update. Et donc tout se recale parce que ça se recale par rapport à une position vraie au sol. Et donc le shift disparaît. Voilà. Et bien sûr, vérifier qu'au préalable, les GPS, sur une page, il y a écrit Select et Deselect. Donc il faut bien voir que c'est écrit Deselect. Ça veut dire qu'ils sont sélectés, les GPS. Et il y a eu des erreurs comme ça au début. Les gens appuyaient sur ça, il était sélecté par inadvertance, et en l'air, il y a un shift énorme qui se met sur le ND, et il faut l'updater et revenir sur la page pour remettre en sélection les GPS, les satellites et les GPS. Mohamed Oudia, juste encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le VOR. Vous pouvez la regarder sur mon profil. Voilà. Concernant les autobreaks, quand on utilise les autobreaks, on sélectionne un taux de décélération, c'est ça, avant de continuer ma question. On est d'accord, d'accord. Donc une distance d'arrêt, bien évidemment. En partant d'une vitesse donnée. En partant d'une vitesse donnée, ok. La formule physique, c'est V2 moins V02 égale 2 gamma X. V2 étant la vitesse finale, donc là, dans ce cas-là, c'est 0 si on est à l'atterrissage. V02, c'est la vitesse d'approche, d'accord, égale 2 fois gamma, gamma étant la décélération, et X la distance. Donc si on fixe la vitesse initiale, la vitesse finale 0, et si on fixe gamma en sélectionnant les autobreaks à telle ou telle valeur, à ce moment-là, on fixe X. Que je continue la question, donc merci pour la réponse. Est-ce, à votre époque, était-ce une appréciation du pilote et à l'heure actuelle, est-ce que vous avez des indications? Indication de la décélération que l'on a sélectionnée. On a médium,
low, medium, high. Voilà, par exemple, hein, ou 1, 2, 3, ou peu importe, voilà. Bon, de toute façon, avant de se poser, on sait déjà que la longueur de piste que nous avons devant nous correspond exactement à ce dont nous avons besoin, etc. Tout ça, c'est réglé. Après, c'est juste une affaire de dire je veux sortir rapidement de la piste ou pas. Voilà, c'est tout. Hein, mais on n'a pas besoin de savoir quelle est la distance réelle d'atterrissage qu'on va avoir. On sélectionne, c'est quand même le feeling du pilote. Hein, voilà. Et l'annonce est faite en disant reverse decel. Parce que sur l'autobreak, il y a écrit decel en vert. S'il n'y a pas decel, c'est que l'autobreak n'est pas fonctionnel. Il faudrait absolument qu'il y ait decel. Ça veut dire décélération. En low, en medium, jamais en max, parce que le max il est utilisé en RTO, en reject takeoff. Mais comment expliquez-vous que souvent l'avion rate les bretelles? Non, mais ça, parce que, encore une fois, mais s'il rate, on va te demander de dégager à telle ou telle bretelle. Ça dépend de l'atterrissage. Ça dépend de l'atterrissage. Si le gars il se penche 3 points, il a appliqué ses reverses et son autobreak adéquat par rapport à ce qu'il y a eu dry, par exemple dry, wet ou sludgy, c'est autre chose. Donc il peut rater, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il n'a pas, il a laissé l'autobreak le faire et en général l'autobreak il va jusqu'à pratiquement 100 nœuds et à 100 nœuds le pilote va freiner par ses propres moyens. Il peut appliquer une forte pression et freiner et sortir. Mais des fois, le pilote n'a pas envie de faire cette pression-là après le travail d'autobreak parce que ça fait quand même une sensation très brute pour les passagers. Donc il peut rater après, bien il sortira. On va toujours on va te demander est-ce que vous pouvez dégager le truc? Comme disait la dernière fois Samy, sur le 117 ou là sur le 350 ou là, tu programmes déjà le taxiway de dégagement, que ce soit Charles de Gaulle, Londres, et à Dubaï et tout, et t'en fais pas. Le calcul et la pression de freinage va être adapté à cette distance pour sortir, pour dégager. Puis je pense aussi, Nordine, qu'il y a un problème de surchauffe. C'est pour ça que le pilote hésite aussi de... Tu sais, moi j'ai toujours conseillé aux gens de laisser l'autobreak faire son travail, parce que c'est là où il y a le moins de surchauffe possible. Et des fois, les gens se précipitent sur les freins. Et donc, il faut savoir que quand il met la pression sur les palonniers, enfin en haut, sur les freins, l'autobreak se désélecte. Il se débranche. Et là, il faut aller directement avec une pression continue, pas faire comme ça. Et les gens, des fois, tu sais, dans le truc, quand il y a du vent, la fatigue faisant et tout, les gens vont essayer de freiner comme ça. Mais c'est pas bon, ça. Ça chauffe les parties fixes. N'est-ce pas, Nordine, le réflexe de l'automobiliste? En quelque sorte, si tu veux, mais bon, dans l'aviation, tu sais, quand tu montes dans un avion, tu oublies un petit peu toutes les commandes de l'avion, de la voiture. Hein. C'est pas, par exemple, quand tu es à droite, tu vas pas penser que l'autre, il est comme quand tu es dans une voiture et que le gars fait quelque chose, tu mets ton pied au plancher pour freiner à sa place. Non, chacun sait ce qu'il doit faire. Et, et le pilote qui n'est pas pilot flying doit avoir ses pieds, pas sur le frein, mais talons au plancher, prêt à prendre les contrôles dans le cas où le gars a des problèmes, ou de slide, ou de steering, ce qu'on appelle le contrôle en roll, ou quoi que ce soit. Donc, il est prêt. Et sa main, elle est prête, pratiquement le side stick, il est là, sa main est prête, mais sans toucher quoi que ce soit. Le pilot flying ne touche à rien. C'est le pilot flying qui va poser cet avion. Et le gars, il est prêt à prendre les commandes, dans le cas où, mais sans plus. Mais, donc, s'il avait le réflexe du conducteur, tu entendrais souvent les dual sur un Airbus, parce que sur l'Airbus, ça parle, hein, et en plus, c'est enregistré. Hein. Mais c'est arrivé souvent que les autobreaks soient désengagés parce que le pilote appuie. Hein. Ça arrive souvent, ça. Oui. C'est pour ça que je parlais du réflexe de l'automobiliste, mais bon, je sais pas. Pas souvent, mais je pense pas que ce soit. Alors, Kate, ça, on l'a au début de la formation, c'est vrai.
Ils disent que c'est plus facile pour quelqu'un qui n'a jamais de permis que quelqu'un qui a déjà eu le permis. Mais après, on perd ça Exactement ce que je facilement. voulais dire. C'est Ouais. exactement ce que je voulais dire. Est-ce que ce n'est pas plus facile justement pour quelqu'un qui, enfin, c'est un long sujet. Je sais pas. Peut-être que c'est plus Juste répondre à Spanish Smile. Et il dit, c'est pour ça qu'il touche fort pour qu'ils se déclenchent, c'est-à-dire les autobrakes. Pas du tout. Les autobrakes, pour qu'ils fonctionnent, il faut que les anti-skids soient opérationnels, il faut que l'avion soit, le air ground sensor, il faut que l'avion soit au sol. Stop et fort. On n'a pas besoin de taper fort. On a besoin que le air ground sensor soit sur ground, donc quand les amortisseurs sont comprimés, et que les anti-skids fonctionnent. Et la vitesse des roues supérieure à une certaine vitesse, ça dépend des avions, c'est 30 nœuds ou un truc comme ça, peu importe. Et à ce moment-là, on a les speed brakes qui sortent automatiquement et on a également les autobrakes qui fonctionnent. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il te dit, arrête de me crier dessus. Arrête, c'était une question, arrête de me crier dessus, on Ok, dirait mon mon frère. frère. Mais non, ne le prends pas comme ça. Non, mais pas du tout. Ne le prends pas comme ça. Alors sur NG, c'est autre chose. C'est pas comme sur NG, l'autobreak, il est sur position 1, 2 ou 3. Et donc, quand le pilote flying, enfin celui qui se pose, va freiner, il va dire autobreak off. Donc le gars, il met sur position off parce que c'est des crans. Tac, tac, tac. Sur Airbus 350 ou 380 ou autre chose, non. Il suffit de mettre le pied sur le frein, il est désengagé déjà. Alors, il veut monter pleurer. Spanish. Non, Matrache, c'est la Spanish. Ça va? Tu sais pourquoi je te dis ça? Allez. Parce que, tu sais, je sais pas si tu savais, mais mon père, il était mécanicien pendant 44 ans. Ça veut dire que j'ai plein de questions à lui poser. À chaque fois que je lui pose une question, mais non, n'importe quoi, mais l'hydraulique, quand c'est machin, je dis, ça y est, khla, je t'ai juste posé une question. Arrête de me crier dessus. Et là, je t'ai posé la même question. Je me suis dit, peut-être, ben, quand il touche le sol, il se déclenche. Ça y est, c'est tout, ça m'a fait rire. C'est pas bien de se moquer Spanish, hein. Je parlais d'automobiliste et tu dis les warnings, les clignotants. Ah. Alors, Non, c'est parce que j'ai posé une question et que JB m'a crié dessus et m'a dit non, n'importe quoi. Il a l'avion, il se pose. Ça y est. non, c'est pas ce qu'il non, c'est pas ce qu'il t'a dit. Il t'a dit et stop. Je sais, mais c'est Et pour stop, rigoler. ouais. Je sais bien que c'est pour rigoler, je sais. Allez, salut. Spanish. Mais Mimi Spack, est-ce que tu étais chez ton grand-père ou pas? Est-ce que tu es chez Gérard? Si tu es chez Gérard, passe-le nous. Salut Charazade. Alors, Mahidine Ralbi, quel est le taux de descente dans une situation d'urgence? Tu veux dire en emergency descent? Emergency descent, le taux de descente, on le met au maximum. Ça dépend des avions. T'as des avions, par exemple, le 727, on arrivait à descendre presque à 10 000 pieds minute. Voilà. C'est par rapport à la dépressurisation, il me semble, hein. C'est sur Emergency ça. descent. Et là, et la dépressurisation, il y a deux choses où il faut faire gaffe. Si c'est une dépressurisation explosive, donc il faut garder la vitesse à laquelle il y a eu ça. Donc il faut ouvrir la fenêtre de la vitesse et garder ça et descendre à un grand taux avec les speed breaks, bien sûr, le plus vite possible pour sortir de ça. Sinon, c'est MMO, VMO, quand c'est une décompression rapide. MMO ou Vario, quelque chose de Vario cabine. Là, c'est une décompression rapide, donc c'est MMO, VMO et descendre le plus vite possible. Enfin, le plus vite possible, le plus safe possible, parce qu'il ne faut pas aussi faire ça dans le rush. C'est la meilleure façon de se planter, c'est de... Et revenir, bien sûr, refaire le cycle pour voir si on n'a pas oublié quelque chose pendant la descente. Et faire, bien sûr, la demande de faire la checklist, que le gars qui est not flying, enfin celui qui n'est pas en train de faire la descente d'urgence, fait la checklist pour s'assurer que les masques à oxygène sont tombés chez les passagers, bon, bien sûr, si on a dépassé 14 000. Que la résistance plancher, on divise le poids par la surface en contact, tout simplement. Hein, voilà. Mais la résistance plancher, de toute façon, elle est donnée par le constructeur. Hein.
Nous, on ne fait que vérifier que le poids par unité de surface soit conforme aux limitations de l'avion. Salut Adrien. J'essaie de parler doucement quand je parle à Spanish Mind, de peur de lui faire peur. Bah, tu lui rappelles de bons souvenirs, son père. Généralement, moi, quand on me rappelait des souvenirs de mon père, moi je rigolais, donc au contraire. Tout à l'heure, il charriait Walid, lui et Salim, Sami, hein, il le charriait. Ah oui, sauve-toi, attention, ceci, cela. Maintenant, tu vas recevoir la tanite. On mettait la pression. Non, non, sois cool, non, non, pas de pression. Demain, tu vas passer. Alors, en cas, on va revenir. En cas du blocage du pitot, tu es en vol, cas de blocage du pitot. Comment tu vas l'identifier, le blocage pitot? Alors, c'est un blocage partiel ou complet? Complet. Alors, c'est avec le airspeed indicator, normalement, qu'on va le voir. Normalement, ça doit afficher 0 si c'est un blocage complet. C'est un blocage partiel. Si je les inverse pas, ça s'arrête. Enfin, il devient comme un altimètre, le airspeed indicator. On Oui, t'entend pas, en quelque sorte, voilà. C'était une bonne réponse. Sur les petits avions, vous avez une possibilité de statique secours, non? Vous avez, vous avez un... Ouais, pas sur le 150. Ah, d'accord. Ok. Et sur... Non, moi, je veux pas sa peau à Walid. Au contraire, on le fait réviser. Je préfère. Le contour, il a besoin sur un petit avion comme ce que tu pilotes. Le contour, est-ce qu'il a besoin d'électricité pour fonctionner? Sur le nôtre, non. Sur le Cessna 150, non. C'est pas électrique. Sur tous les contours, c'est comme ça. Tous les contours, par principe sur un avion, les contours, c'est des génératrices tachymétriques. Justement pour pouvoir fonctionner même en l'absence d'électricité. Voilà. En fait, le contour que tu as à bord, c'est un voltmètre. Il mesure le voltage en sortie d'une gênée tachy qui tourne avec le moteur. Oui, d'ailleurs, on surveille le tachomètre lors de démarrage du moteur. Ouais. Ah ouais, ben il va falloir qu'on commence la prochaine fois plus tôt, non? Parce que les gens, les gars, ils dorment. Je suis arrêté sur un aéroport, là, comme ça. Et je suis assis et je tourne le bouton d'altimètre en augmentant la pression de référence. Que fait l'altimètre? Est-ce qu'il indique une augmentation d'altitude ou une diminution d'altitude? Tu augmentes quoi? La pression? J'augmente la pression de référence. Si on augmente la pression, on perd de l'altitude. C'est l'inverse. En fait, plus on perd de la pression, plus on gagne de l'altitude. Enfin, je le dis dans le... Réfléchis. J'étais à 1013 dans la fenêtre, calage 1013. Je passe le calage à 1020. Que va faire l'altitude indiquée sur l'altimètre? Dans ce cas-là, ça grimpe pas. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est que je te dis. Si tu augmentes la pression de calage, l'altitude augmente puisque ton niveau 0 va descendre. Exact. D'ailleurs, ouais. C'est pour ça avant le départ, quand la tour elle nous donne la configuration altimètre. Tu es sur un terrain, il n'y a pas de tour de contrôle. Tu es sur un terrain, tu montes dans ton avion, il n'y a pas de tour de contrôle, il n'y a rien du tout. Tu veux connaître le QNH. Comment tu le fais?
Nous, on n'utilise pas le QNH. Nous, on parle plutôt AGL et puis ASL. Alors, Comme tu utilises un altimètre, tu es d'accord? oui. D'accord, très bien. Quand tu prends contact avec la tour te dit, OK, machin, Charlie, Novembre Alpha, Bravo, QNH 1015. Mais imagine, tu es sur un terrain, il n'y a pas de tour, il n'y a rien du tout. Tu voudrais avoir le QNH. Comment tu fais? Ça, on l'a pas fait, mais est-ce qu'on n'utilise pas la température? Tu connais l'altitude topographique du terrain. Mettons, tu es sur un terrain de 300 pieds. Altitude topographique du terrain, c'est 300 pieds. Airfield elevation. Eh bien, tu tournes ton bouton de réglage de l'altimètre jusqu'à ce que ton altimètre indique 300 pieds, tout simplement. Et la lecture que tu auras dans la fenêtre de Altimeter Setting, ça sera le QNH, tout simplement. D'accord, donc c'est aussi simple que ça. Puisque le principe même, le QNH et la pression qu'il faut afficher sur un altimètre se trouvant sur un terrain d'altitude topographique donné pour qu'il indique l'altitude topographique du terrain. Stop et fin. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que j'applique tous les jours, ouais. Des fois, quand j'entends pas bien très bien les consignes de la radio, en fait, l'instructeur il me dit de ne pas se casser la tête et faire l'altitude de terrain. Tu décolles d'un terrain qui est à 300 pieds, tu tournes le bouton jusqu'à avoir 300 pieds dans les aiguilles et c'est bon. Tu as le QNH. Exactement. Nous, d'ailleurs, notre terrain, il est à 200 pieds. Mais tu as vérifié l'hydravion que tu avais pris avec Morad si tu n'as pas piqué un instrument ou pas? Non, il n'y a rien de signalé. Ça va. Une question de Mahidine qui demande existe-t-il une taille maximum possible pour un avion? Quand on voit le Beluga ou quand on voit l'Antonov, je pense pas qu'il y ait de limitation, hein. Enfin, je laisse Captain Viala répondre. Ils sont en train de faire encore beaucoup plus de gros avions, encore de plus en plus de trucs, hein. Donc, non, il n'y a pas une taille maximale. Donc, c'est un avion pour qu'il soit destiné au commercial, il faudrait qu'il soit aérodynamique et rentable. Sinon, ça ne sert à rien de faire des avions carrés ou rectangulaires, hein. Mais bon, non. Ils vont aller vers de gros porteurs, encore de plus gros porteurs, mais bon. D'ailleurs, cette question a été posée à un constructeur. Il a dit qu'il n'y a jamais il n'y a pas de limite au niveau de taille. C'est surtout une limite qui est donnée par la capacité des moteurs, hein. C'est surtout ça, hein. C'est ça. Pour faire voler tout ça, exactement. Et sinon, la prise d'initiative hors Manex est-elle tolérée? Un exemple, vous réglez un problème par pression temporelle, pas le temps de consulter les bouquins. Est-ce que... Oui, je vous écoute, Captain Viala. Oui, c'est ce qu'on en a parlé plusieurs fois, hein. On est supposé appliquer les procédures, d'accord? Mais il y a la latitude de l'équipage et principalement du commandant de bord d'agir en dehors s'il estime que c'est le seul moyen d'en sortir. C'est le cas de Sully, c'est le cas de pas mal de cas qui se sont produits. Alors après, il faut justifier, hein, parce que quand t'as sauvé ton avion et tout, mais on te dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Ben voilà, il faut justifier pourquoi tu as fait comme ça, c'est tout. Mais on peut agir, heureusement, c'est pour ça qu'on met des pilotes dans les avions, hein. On peut agir en dehors des procédures pour des raisons qui sont à expliquer ensuite après si tu n'appliques pas la procédure et que tu te casses la gueule, là t'es mal. Mais si tu n'appliques pas la procédure, que tu as sauvé l'avion, on te dira pourquoi vous avez fait ça, tu auras justifié pourquoi tu n'as pas appliqué strictement la procédure. Voilà, c'est tout. Justement, Captain Violin, est-ce que ça ne vous exaspère pas, justement, d'avoir à vous justifier, certainement, bon, c'est ceci, enfin, certainement, je suppose, de vous justifier envers des gens qui ne sont pas pilotes, des cols blancs ou autres?
mais c'est ça, c'est l'enjeu de notre métier. Hein. On ne peut pas être qu'entre pilotes. Il y a des gens qui sont là pour surveiller ce qu'on fait. Il faut l'admettre. Euh, Moi, je sais qu'une fois, bon, j'avais eu à justifier de ce que j'avais fait, que j'avais évacué l'avion, etc., etc. Ben, on justifie, on dit voilà ce qui s'est passé. Alors, tu as toujours des contradicteurs, des gars qui te disent mais pourquoi vous avez fait ça? Bon, le gars, à la limite, il n'est pas là pour te casser les pieds, mais il veut savoir pourquoi vous avez fait ça. Ben oui, voilà, j'ai fait ça parce que ceci, cela. Mais vous auriez pas pu? Non, je pouvais pas parce que la procédure, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ça, ça et ça. Voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a pas. Euh, Nous sommes des gens responsables et c'est normal qu'on ait des comptes à rendre. Hein. Et ne peut-il pas de lui-même, cette personne-là, se rendre compte que la procédure dit cela? Donc il n'est même pas au courant de la procédure, quelque part. Ici, Farid, Non, de toute façon, on discute avec les bouquins sur la table. Hein. exact, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et il faut voir une chose, Farid. Il faut voir le manuel d'exploitation comme étant une loi cadre. Parce que c'est comme si tu étais, par exemple, dans une législation. Et tu as la loi cadre et les lois d'application. Le MANEX, c'est sous-entendu avoir fait le tour de la question dans une compagnie aérienne, et ça dépend des compagnies aériennes. Chaque compagnie aérienne, son MANEX, son manuel d'exploitation, comment elle exploite ses avions et ses équipages. Et c'est bien sûr ses éléments et son technique, etc., etc. Il peut se trouver que, dans une situation donnée, le commandant est appelé à faire quelque chose qui n'est pas mentionné. Comme disait JB tout à l'heure, tu vas sauver deux choses. Tu sauves ou tu sauves pas. Tu sauves, on va te dire oui, tu l'as sauvé, mais c'est pas écrit comme ça. Et tu vas justifier, tu vas dire, mais ce jour-là, voilà ce qui est arrivé. Il y a toujours des circonstances atténuantes à cet événement. Tu n'es pas là pour justifier. Sauf si vraiment, vraiment, il y a un cas où les gens passent devant un conseil de discipline, mais parce qu'il y a eu incident, et donc cassure de choses, enfin, atteinte à beaucoup de choses, nanana, et qui est sorti carrément du cadre de cette manière d'exploitation. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un conseil de discipline, et là, on ne les appelle pas les cols blancs. Nous, en général, c'est nos pairs. Tu es devant une commission où il y a, par exemple, toujours un commandant de bord, le responsable, le chef secteur, un gars de la DRH, et c'est une discussion avec bouquin sur la table, avec des items, oui, ça c'est respecté, ça, la checklist a été faite. Ensuite, même s'il faut aller vers le CVR, il faut aller vers le cockpit voice recorder. S'il faut aller vers le FDR, il faut aller vers le FDR, etc., etc. Donc tout ça, c'est combiné. Hein. Donc en aucun cas, ils ne sont ni piégeux, ni pointilleux, ni vis de forme, ni rien de... Ce sont vos pairs, donc ce ne sont pas des cols blancs. Bon, j'ai utilisé le terme de col blanc parce que j'ai entendu quelquefois dire que il y avait des gens qui décidaient que c'était des cols blancs et qui n'avaient rien à voir avec le terrain, mais ce n'est pas ces personnes-là. Ce n'est pas ces personnes-là. Ça, c'est dans le film Flight. Ça, c'est dans le film Flight. Et encore, tout le syndicat était derrière lui et pourtant, ils avaient suspecté qu'il y avait des choses. Mais ça, c'est un film. Bon. Mais en réalité, déjà, en réalité, un commandant ou un équipage, en règle générale, qui passe devant un conseil d'enquête professionnelle suite à un incident, etc. Bon, même si on n'a rien à reprocher, on va faire un conseil d'enquête professionnelle. Pourquoi? Pour tirer les conclusions d'un incident, pour voir si les procédures qu'on est supposé appliquer dans ce cas-là sont valables ou pas, est-ce qu'elles ont besoin d'être revues, etc. C'est la roue de Deming, je ne sais pas si tu connais, PDCA, Plan, Do, Check, Act, d'accord? Donc, on profite de tout incident ou accident pour vérifier ou éventuellement amender le système. Donc, déjà, quand on passe devant un conseil d'enquête professionnelle, déjà, l'équipage est assisté par des collègues. Déjà, on est avec nous, il y a un autre commandant de bord, un autre copilote, etc., etc. Très bien. Et on passe devant des gens, il va y avoir les gens du technique, il va y avoir les gens de la direction des opérations, il va y avoir le chef pilote, il va y avoir que sais-je encore. Bon, on est entre gens, il y a des gens du sol et il y a des gens navigants,
mais on est tous des gens qui fonctionnons sur la base de documents, de procédures, de machin. On n'est pas là pour dire, attends, celui-là, je vais me le faire, je l'aime pas, je vais lui régler son compte. Hein. C'est pas possible. C'est ça, on est totalement, comme le disait Nourdine, même s'il faut aller chercher le DFDR, le CVR, etc. Donc le Cockpit Voice Recorder, le registreur de paramètres, etc. On va tout sortir, hein, de manière à ce que les faits, on va être essentiellement factuel. Hein, il n'y a pas de place, voilà. Il y a une mesure conservatrice qui est faite, bien sûr, quand il y a un truc comme ça, c'est d'arrêter les gens pour une période. Mais c'est normal, c'est ce qu'on appelle une mesure conservatrice. C'est arrêter le programme en disant le temps que la procédure se fasse, c'est tout. Mais sans plus. Mais et c'est tout à fait normal et tout le monde accepte. Quand les résultats sortent de cette truc, alors deux choses. Ou c'est avéré que le gars a fait ou a commis un impair par rapport à la procédure et tout. Et à ce moment-là, il y a des sanctions. Ça va du grade 1 jusqu'au 3. Ça peut aller jusqu'au licenciement. Si par exemple, oui, c'est comme ça, ça peut aller jusqu'au licenciement sans préjudice. C'est normal, si ça touche vraiment à la sécurité et tout et tout. Et ça peut aller, par exemple, un arrêt de vol, un reclassement au sol, ground school pour revenir au SIMU, peut-être qu'un reclassement en tant que commandant, revenir en tant que first officer, etc. Ça, il y a plusieurs trucs. Et c'est tellement fait dans ce sens que les gens font tout pour faire leur travail et essayent de le faire le mieux possible, comme ils ont appris. Bon, c'est comme ça. De toute façon, je pense qu'il est un peu tard, mais bon, j'aurais voulu développer sur ce sujet, c'est-à-dire bon, que même, par exemple, bon, vous êtes pénalisé plus ardemment quand il s'agit de mise en danger des passagers ou bien d'avoir esquinté l'avion, par exemple. Ça, c'est une question que je me pose. Avoir esquinté l'avion vous cause plus de problèmes ou je sais pas. Enfin, c'est une question comme ça. Non, après, c'est spécifique. C'est les raisons pour lesquelles tel ou tel événement s'est produit. Après, c'est spécifique. C'est même pas le fait d'avoir ou pas avoir abîmé un avion. On peut très bien avoir sauvé un avion en l'ayant abîmé, mais en l'ayant abîmé moins que ce qu'il aurait été abîmé si j'avais pas agi comme ça. D'accord ? Donc, je vous donne un exemple. Moi, je m'étais posé avec un feu réacteur non éteint. On a fait une évacuation. D'accord ? On a fait une évacuation parce que feu réacteur non éteint, c'est ça, c'est la checklist. Elle te dit si le feu est, si on a un impending danger for aircraft and crew and all passengers, evacuate the aircraft. Ok, très bien. Moi, dans ma tête, il y avait la place pour que ce soit une fausse indication. Et que donc, à ce moment-là, on doit réfléchir en tant que pilote pour ne pas abîmer l'avion, à dire je vais d'abord vérifier si dès que je vais pouvoir sortir de l'avion, je vais aller vérifier visuellement si réellement mon réacteur était en feu ou bien si c'était une fausse indication. Et si je suis sûr que c'était une fausse indication, parce que je peux constater visuellement qu'il n'y a aucune marque comme quoi, je vais dire aux pompiers, ne balancez pas de la mousse carbonique sur le réacteur parce que sinon vous allez le bousiller. Parce qu'un réacteur qui est chaud, qui vient d'être arrêté, et tu lui balances de la mousse carbonique dessus, il est mort. Il faut le ferrailler. Très bien. Donc, c'est le genre de choses auxquelles il faut penser. Donc, tu te dis, si j'avais pas vérifié ça et si j'avais pas dit au gars de pas lancer de mousse, bon, on m'aurait dit, bon, vous auriez pu le faire pour sauver le réacteur. Moi, j'ai pensé, avant même que j'aurais pu, je l'ai fait. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que, voilà comment ça se passe. Et après, moi, j'avais dit dans le conseil d'enquête professionnelle, j'ai dit, bon, voilà, vous avez remarqué que le réacteur numéro 1 n'a pas été bombardé de mousse carbonique parce que je suis descendu, j'ai été regardé, machin, tout ça. Bon, voilà, ok, c'est bon, voilà. On explique toutes les procédures que l'on a faites et pourquoi on les a faites comme ça. Voilà, c'est tout. Et à partir du moment où on explique, c'est bon. Hein. Et pour dire à Farid que quand il y a un problème, dans les 48 heures, il ne faut pas que ça dépasse 48 heures, le rapport doit être fait aux opérations aériennes, bien sûr, et en général à l'autorité
Avant, c'était la DACM. Quand il y avait un problème, moi, le jour où j'ai eu un problème, c'était dans les 48 heures où je devais faire. Donc, je l'ai fait aux opérations et à la DACM. Parce qu'il ne faut pas que la DACM ait écho de quelque chose qui peut être, par exemple, tué ou caché par un organisme ou une direction. C'est très dangereux dans l'aviation, extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a un retour d'expérience et le safety rentre dans le jeu. Et il va utiliser ça sans les noms. Il va mettre voilà ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. C'est ça le safety dans l'aviation. Il faut toujours être d'une clarté exemplaire parce que ça fait avancer les choses et ça peut être... Et d'ailleurs, Farid, je ne sais pas si tu sais, mais il y a 2 pilotes à bord. Avant, il y avait 3 pilotes, par exemple, sur 27. Et il y a 3 rapports sur 27. Et il y a 2 rapports quand il y a un commandant et un copilote. Chacun fait son rapport. Et chacun déjà est écouté différemment. Et ensuite, pour qu'il n'y ait pas de... Justement, Nordine, excuse-moi de te couper. Est-ce que les PNC sont impliqués dans les rapports ou pas? Oui. Si ils ont pris part à la truc. Par exemple, moi, quand j'ai fait une évacuation, les PNC, tous les PNC ont dû faire un rapport. Oui. Et il y avait même à bord, il y avait une hôtesse qui n'était pas en service, mais qui a participé à l'évacuation. Elle était en passagère, mais elle a participé à l'évacuation parce que qualité, pas de problème. Et ben, elle a dû faire son rapport aussi. Merci pour vos réponses et merci le chat parce que là, on nous jette des fleurs. Enfin, un live instructif, un live intéressant. Enfin, bref, super. C'est-à-dire qu'il faut bien concevoir que c'est un métier de la transparence. C'est un métier de la transparence. Et ce que disait Nourdine justement à propos de ces 48 heures, parce qu'il est possible qu'un incident ou un accident qui se soit produit sur un vol particulier implique l'avion lui-même, le type d'avion. Il est possible qu'on soit obligé, ça a été le cas des 37 MAX, le cas des 37 MAX, ils ont été groundés. Ils ont été groundés suite à ça, parce qu'on s'est aperçu, à propos de ces accidents, qu'il y avait un défaut vraiment avec l'avion. Et ça peut arriver pour n'importe quel accident. Et donc, il faut absolument que l'autorité aéronautique du pays et tout ça soit en mesure de dire on arrête toute cette flotte parce que là, il y a un vrai problème, etc. Voilà. Donc, encore une fois, hein, on ne peut pas piloter un avion, on ne peut pas être pilote de ligne en étant quelqu'un qui va cacher les trucs, qui va magouiller ou quoi au caisse. Non. On est dans un univers de la transparence absolument totale. Voilà. Merci, messieurs, merci. Merci, JB, merci voilà. beaucoup. Walid, allez. Je te souhaite merci beaucoup. Demain, et Walid, amuse-toi bien pour le test. Hein, et regarde mes vidéos, regarde certaines de mes vidéos. Anémométrie, regarde altimétrie. Merci beaucoup. Allez. JB, ceci dit, il y a Gérard qui m'a fait poser la question tout à l'heure, c'est pour ça que je suis sorti pour aller sur WhatsApp, qui voulait voir tes vidéos. Donc je lui ai dit où aller sur ton profil. Ouais. Donc si tu acceptes c'est Papayou 054, donc tu l'acceptes, comme ça il peut voir. D'accord. Et tu peux aussi lui donner mon numéro WhatsApp. Hein. Voilà, par exemple. Voilà. Comme ça, qu'il m'appelle, il n'y a pas de problème. Ça sera avec plaisir. Bonne soirée, allez, ciao les amis, bonne soirée. Allez, ciao. Salut tout le monde, merci. Au revoir.